La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Eh ben, on y va. Déjà, je dois te dire, Eric, que j'adore le nom de votre boîte. Ah Parce ouais, que Piston, c'est ça? Ça fonctionne en anglais? ça se dit de Piston, la même ok. manière. Ah. Oh là là. Tu le savais? T'es trop sympa. Joyeux Ah, c'est beau. anniversaire, Mais en plus, c'est sublime, hein. Tu Moi, vas je vous... Hein? plutôt ou tu vas manger comme ça? Hein? Vous êtes trop sympa, merci. Tu veux déguster pendant ou... Vas-y, on va faire ça. Allez, on va déguster pendant. Je vous laisse faire. Alors bon, merci. Bon, alors il va falloir que je me remette dedans. Hein. Je suis parti vite. Merci, ça me fait trop plaisir, vraiment. Ouais, c'est vrai. Tu sais quoi, on va enregistrer Tant pis et puis on le prend pendant l'épisode. Ça va? Non, apporte-nous des parts et puis tant pis, on arrête. Eh ben, si tu veux, vas-y, viens, on continue. Allez. On reprend, vous vous débrouillerez. Bon, on a été interrompu par, par toute l'équipe parce que, comme tu l'as compris, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Trop sympa de prendre le temps. Donc, moi, j'adore les marques et je trouve que Piston, c'est très bien. Et puis, évidemment, ça va très bien à un ERP. Vous n'avez pas pris ça par hasard, mais je trouve ça très cool. Donc, commençons par juste ça. Piston. Parce que t'as réussi à avoir pas le .com, évidemment. Pas le point com. T'as un point quoi? C'est pistonhq.app. Piston, ben évidemment, ok. Et pour la petite mais histoire, là- on avait pris une opposition de marque sur le nom précédent. Donc, Ok. c'est notre deuxième nom. Ok. Et tu vois, ça reflète bien, en fait, la valeur de notre produit. C'est une machinerie intelligente, agile, qui Hmm. remonte dans l'intelligence. On va y revenir. Et sur l'aspect un peu provocateur, c'est un avantage concurrentiel que les autres n'ont pas. Non, très bien. En tout cas, je suis ravi de parler de cette nouvelle aventure parce qu'on est vraiment dans une zone à la fois de geeks de l'informatique, de geeks de la compta ou des ops d'entreprise, et cependant tellement névralgique dans tout ce qu'on fait et qui va subir une révolution interne stratosphérique. Et vous êtes au milieu de tout ça. Donc on commençait à échanger là-dessus, mais avant d'aller vraiment dans tout ça, déjà, est-ce que tu veux bien te présenter, Eric? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai 34 ans et on est 3 cofondateurs de Piston. Il y a Florian et Eugène. Florian Bachelot, Eugène Nélou. Nélou. Ouais. Exactement. Et tu le résumes assez bien. On est à la croisée de la tech et de l'économie réelle. En fait, on construit un ERP agentique. Donc, c'est-à-dire, c'est un ERP qui reprend les fondations depuis le début avec l'IA en primitive pour résoudre des problématiques du monde réel. Et tu vois, les sociétés qu'on sert, c'est les PME et les ETI qui dealent avec des produits physiques. D'ailleurs, je sais pas, pour le contexte, l'ERP, c'est le plus gros marché du software au monde. Ok. Alors, redis-moi ce que c'est un ERP exactement. Alors, un ERP, c'est Déjà, c'est l'acronyme de... Enterprise Resource Planning. Ok. Si je le schématise, c'est un macro-logiciel qui héberge tous les modules métiers d'une entreprise pour pouvoir la gérer. Ok. Tu vois, tu as les modules de supply, les modules de finance, les modules de compta, les modules de RH. C'est un peu le boss final du logiciel. Hmm. Et nous, nommément, on commence la construction de l'Everest qui est un ERP par la phase supply chain. Trop bien. Alors, ça grince des portes parce qu'on nous apporte en plus au passage des petits bouts pour ce gâteau. Merci, Jayan. Merci, l'équipe. Voilà. On va essayer de pas manger dans le micro. Ok. Alors, c'est bien clair. Si je dois juste un peu revenir sur l'histoire de l'ERP ou les géants de l'ERP, donc pour moi, on a nos Allemands de SAP, nos amis européens. Salesforce était à l'origine un CRM et est devenu un ERP, c'est ça? Correct. Il vient plus du monde du CRM. Les grands noms, c'est SAP, NetSuite de Ouais. Oracle, Sage. Oracle, c'est quoi alors? C'est un ERP ou c'est un éditeur de logiciels dont un ERP? C'est un éditeur de logiciels et ils ont NetSuite qui est leur Ok. offre ERP. Et plus récemment, c'est Odoo aussi, dont tu as sûrement entendu parler. Bien sûr. Qui est Je les ai reçus une superbe boîte. un Suisse, un Belge, pardon, qui s'appelle Fabien Piquert, Fabien. si je le prononce bien. Fabien qui roule dans sa
En tout cas, quand je l'ai reçu, il roulait encore dans sa Clio Odoo. Je pense que le mec, il pesait quelques centaines de millions. Exceptionnel comme histoire. Et ils avaient des bureaux dans des maisons dans la campagne autour de Bruxelles. J'avais adoré le personnage. Il faudrait que je le reçoive de nouveau, je pense. Et on a en effet adoré. Et alors après, ce qui s'est passé, ce qui est très compliqué dans cet univers, c'est que la mode des SaaS sur les 10-15 dernières années a un peu éclaté totalement l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais des logiciels de RH qui te vendaient un truc de RH. Tu avais moi, je me souviens, par exemple, finalement, MyFacture à l'origine, qui est devenu Sellsy à la fin. Entre les deux, ils ont changé de nom plein de fois. À l'origine, c'était un logiciel de facturation. Après, ils ont essayé de devenir un CRM. En fait, t'avais pas vraiment. Je voulais pas de leur brique, ils me l'a forcé, mais de leur brique CRM. Et puis ensuite, ils sont devenus vraiment plus ERP. Penny Lane ou Conto, finalement, il y en a un qui rentre par le prisme de la banque en ligne ou de la carte pour entrepreneur, ou je sais plus comment, du compte pro. C'est comme ça qu'ils doivent s'appeler parce qu'ils n'ont pas forcément le statut de banque. Mais en fait, derrière, ils cherchent à déployer tous les métiers, quasiment potentiellement jusqu'à Payfit et le RH qui essayent de remonter pour avoir aussi des cartes collaborateurs. Enfin, c'est un peu tout ça va dans le même sens, non? Ouais, ça va dans le même sens et il y a une boîte américaine sur le secteur de la RH qui a eu une approche similaire à ce qu'on va avoir sur la partie supply, c'est Rippling. OK, ah oui, Rippling, OK, très bien. En fait, si je peux digresser sur les 10-20 dernières années, en fait, le playbook de la startup SaaS, il visait à débundler l'ERP. En OK. fait, c'est, je débundle SAP, je prends une fonctionnalité ou un processus métier très précis et j'essaye de le craquer plus fortement et de meilleure manière que le SAP ou le ERP existant. Et d'ailleurs, voilà, c'était le playbook des investisseurs, dans les startups, SaaS jusqu'à l'arrivée de l'IA. Nous, si je peux avoir un parti pris un peu, on va dire qui fait un pas de côté par rapport à ça, c'est qu'on a une approche assez différente, au sens où, comme Rippling ou comme Odoo, on a une volonté très vite de couvrir une couverture fonctionnelle large. Pourquoi? Parce que en fait, l'IA amène une révolution qui est la capacité de faire parler entre elles des données qui autrefois se parlaient pas et de prendre des processus métiers qui étaient pas adressables par le SaaS classique, en naviguant sur tout le spectre fonctionnel. Tu vois, avec Piston, aujourd'hui, en couvrant achat, vente, stock, prod, qui sont les modules principaux de la OK, supply. attends, tu l'as fait vite. Achat, vente, stock, prod. OK, achat, vente, stock, très clair. Prod, c'est vraiment tout ce qui entre et qui sort dans du physique, donc Transformation de matière première en produit fini et ordre de fabrication. OK. Prévision là-dedans, potentiellement, etc., etc. OK. Exactement. Et en fait, l'IA amène cette révolution de faire parler entre elles des données métiers qui se parlaient pas et de les faire travailler entre elles. Et tu vois, sur Piston, aujourd'hui, tu peux demander où est-ce que je pars de la marge brute sur ma supply sur les 3 derniers mois. Et il va aller chercher tes informations de facturation, tes informations de production. Est-ce que ton planning de prod est bon? Est-ce que tu fais des remises sur les produits? Trop de remises? Est-ce que tu as des livraisons qui ne sont pas adressées à temps? Oui, c'est ça. Exceptionnel, en fait. Je voyais récemment, j'entendais tout un docu, je regardais un docu sur des boulangeries dans des trous de la France, tu vois, enfin des vrais trous dans lesquels, et puis ils disaient que c'était de plus en plus difficile, etc., etc. Puis il y en a un, alors ils étaient pas très loin les deux, je crois qu'ils étaient dans l'Ouest, je me demande si c'était pas dans la Manche, mais et ils disaient, il y en a un qui disait que c'était hyper dur, etc. Et l'autre il dit bah non mais ça va bien, mais en fait ce que tu sentais entre les deux, c'est qu'il y en avait un par exemple qui jetait rien. En fait, il était sur du produit hyper périssable. Ouais. Et il arrivait à beaucoup mieux prévoir ce qu'il fallait produire, et donc il jetait 0. Donc il y avait pas de perte de matières premières, pas de perte de chiffre d'affaires à la fin, et cetera. Il savait exactement combien il produisait, pour combien il sortait. Il dit en fait ça change tout, et donc juste de temps en temps, tu peux avoir autant de clients que tu veux, autant de machins. Si tu produis trop, bah, en fait tu bouffes ta marge parce que tu perds sur 20% de prod en trop, quoi. Exactement. Sur des boîtes qui dealent avec des produits physiques, c'est la performance opérationnelle de ta supply qui fait la différence. Et quand tu es au quotidien, selon ta zone de génie, tu Ouais. es peut-être le meilleur boulanger de la terre, parce que ton pain et tes croissants et tout ça, ils sont vraiment meilleurs que l'autre. Mais l'autre, il va être tellement meilleur que toi en gestion, et c'est pas forcément simple quand tu es le nez dans le guidon pour avoir géré des entreprises, de voir exactement là où tu viens de le dire, hein. Une fois que tu l'as vu, tu dis: «Ah bah oui, c'est évident».
Ils sont cons, ouais, pourquoi ils voilà, mais ouais, mais bon, en fait, il y a un moment où il faut le voir, en fait, quoi, que en moyenne, tous les jours, tu vas bazarder, 15-20 de ton truc et que, bah, ça, c'est plus que ta marge, quoi, tu vois? Il faut le voir et il faut être en capacité d'avoir l'information pour le voir. Oui, exactement, C'est-à-dire que, tu raison. hem, on revient à cet exemple de où est-ce que je perds de la marge brute sur ma supply sur les 3 derniers mois. Si je caricature, quand tu utilises un SAP, bah, il faut que tu embauches 3 consultants McKinsey pendant un Mmh. mois pour te faire l'analyse, pour croiser les données de prod, de vente, d'achat. En fait, aujourd'hui, avec l'IA, Moi, j'ai un toi super consultant McKinsey, d'ailleurs, potentiellement 5 pour 200 € avec mon ChatGPT, quoi, hein, donc non, mais c'est sûr. toi et moi, avec nos Mmh. propres mots, en fait, on fait casser les barrières techniques pour accéder à la donnée. OK, donc ce qui est intéressant là-dessus, c'est que aussi avec l'IA, tu peux un peu dialoguer. C'est-à-dire qu'avant, je trouvais ça déjà, je trouvais ça à mourir d'ennui. Les meilleurs ERP, il fallait pas nécessairement avoir de mode d'emploi, mais les pires, en fait, tu avais une formation pendant 3 jours parce qu'en fait, tu ne comprenais rien à l'outil qui était souvent en UX tout pourri parce que pas exactement adapté à ton business, ou une tentative de le faire au chausse-pied par des consultants Salesforce ou SAP, qui le faisaient mal. Là, j'imagine que l'IA doit pouvoir apporter une vraie souplesse. Ça, c'est le côté, peut-être, le bon côté de la force. Le côté obscur, je te pose 2 questions en une, c'est ma spécialité. C'est que, en revanche, on dit souvent que le LLM, je crois que ça a un peu changé, mais pas forcément très, très bon sur les chiffres et qu'il y a des erreurs, des hallucinations. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer où est l'état de l'art? Où est-ce qu'on en est là-dessus? Heu, pour un peu voir ce que vous êtes capable de faire déjà et ce qui va arriver demain. Alors, si tu m'autorises une réponse un peu technique, c'est, tu vois, je vais dézoomer, je vais rezoomer. Ouais. En fait, heu, dans un software, il y a 3 couches. Il y a la couche data, la couche logique et la couche interface. Et la couche interface est généralement le reflet de la complexité de la couche logique. Donc la data, c'est ton stock. C'est ta La base de données, la logique, c'est ta production et c'est tes algorithmes. l'interface, c'est ta vente Voilà, presque quelque part. OK. Ouais. quelque part, c'est ça, exactement. Et pour ajouter de la valeur à un software, avant, il fallait écrire du code. Mmh mh. Tu vois? Et c'est pour ça que Odoo a gagné d'ailleurs. Ils ont open sourcé leur code et ils ont permis à n'importe qui savait coder de contribuer à la valeur du produit. Donc la richesse, était dans la couche logique. Avec l'IA, la richesse se déplace sur la couche data, parce Mmh. que c'est la couche qui est accessible et sur lequel l'IA peut interagir à la volée, au runtime. Un exemple très concret. Tu as une boîte qui a des commerciaux terrain. Bah, avant, tu dois organiser leur tournée Mmh. commerciale. Avant, il te fallait faire un algorithme. Il fallait entrer tous les paramètres possibles de, heu, taille du client, adresse, et cetera. Le fameux problème tu le connais celui-là, le problème du représentant de commerce, ça te parle pas? C'est quoi? Non, ça me dit C'est je vais te le retrouver là vite fait, mais c'est un sorte de serpent de mer qui était, indéchiffrable en fait. et tu vois? Et il fallait créer un algorithme de création de tournée commerciale et pour peu que tu aies oublié un des paramètres, bah, il fallait recoder, redéployer le logiciel et si tu veux, bah, voilà, réajouter de la valeur sur la couche logique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des fonctionnalités comme ça qui peuvent être complètement absorbées par une instruction agentique. Tu vois, sur Piston, ce problème-là, tu le traites de la manière suivante. Tu fais, bah, Piston, chaque lundi, s'il te plaît, fais-moi un plan de tournée commerciale en prenant en compte l'historique des ventes, de mes clients, les échanges emails que mes commerciaux ont eu avec. Tu vois, on peut creuser de la donnée structurée avec de la donnée non Mmh. structurée et fais en sorte qu'ils fassent pas plus de 300 kilomètres par jour. Et c'est du langage naturel, c'est une instruction agentique qui, C'est encapsule ça ce le que des milliers de lignes de code pouvaient faire. c'est ça le truc, hein, qu'il faut toujours réexpliquer parce qu'il y a beaucoup de gens que ça stresse un peu le côté agentique. Ouais, L'agentique, c'est juste que c'est quelqu'un, c'est comme si c'est quelqu'un, tu as un comptoir avec qui tu peux dialoguer quoi, lui poser des questions. exactement. Le Et je peux répondre à ta deuxième Ouais, question? vas-y. Sur la partie, les LLM sont pas bons pour faire des maths et c'est très important pour nous, enfin, pour moi de le dire. Nous, on a une approche sur l'IA, une philosophie pour l'IA qui est la suivante: elle doit être ambiant et par ambiant, j'entends le fait que l'utilisateur humain doit toujours pouvoir reprendre le contrôle de l'IA au clic-bouton, si je caricature. Mmh. Et donc, tu vois, sur l'algorithme de création d'une tournée commerciale, en fait, ce que ni plus ni moins l'IA fait, c'est créer la requête qui, elle, va tourner de manière complètement, ce qu'on appelle déterministique. L'IA ne génère pas de l'intelligence. Elle configure un moteur qui a été optimisé pour elle. Et le moteur, il est complètement déterministe.
Ok, donc elle va finalement te programmer quelque chose que tu vas pouvoir contrôler, qu'elle va pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne. C'est pas une boîte noire. Exactement. Ok. Elle t'explique ce qu'elle va faire et tu peux reprendre la main. Le problème du voyageur de commerce. En informatique théorique, je te le dis parce que c'est intéressant, c'est exactement le problème du voyageur de commerce ou le problème du commis voyageur est un problème d'optimisation qui consiste à déterminer, c'est Wikipédia, étant donné un ensemble de villes, le plus court circuit passant par chaque ville une seule fois. C'est un problème algorithmique célèbre qui a donné lieu à de nombreuses recherches, qui est souvent utilisé comme introduction à l'algorithmique ou à la théorie de la complexité. Il présente de nombreuses applications, que ce soit planification, logistique, dans des domaines éloignés comme la génétique, les gènes étant les villes et la similarité, la distance. Voilà. Et en fait, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que c'est hyper complexe, voire sur certaines villes et certains trucs, il y avait pas de solution. Enfin, il y a pas de solution optimale. Ils n'arrivaient pas à trouver l'algorithme qui trouvait la solution. Ah, c'est pas du tout trivial. Et Ouais. la beauté avec le fait que tu fiches pas ça là dans un algorithme, mais que tu fonctionnes avec de l'agentique, Mmh. c'est que si je te dis, bah Mathieu, en fait, voilà, t'as tout ton plan de tournée commerciale pour demain, et que tu me dises, en fait, non, le client A, je l'ai eu au téléphone avant-hier, pas besoin que je le revisite, et ben l'IA va te remodifier à la volée ton plan de tournée commerciale. Et en fait, on la voit là, la révolution, c'est que toi, expert métier, mais pas technique, tu peux commencer à tirer énormément de valeur de ton software sans aucune contrainte technique. Ah non, mais ça, je l'ai vu sur certaines choses. Je vais t'en parler. Du mélange de GPT, de ChatGPT et de Lovable sur lequel on a fait des merveilles. Mais si je dois aller creuser là-dessus, je vais reprendre, bon, alors c'est de près, de loin, le voyageur de commerce, la boulangerie ou ces choses comme ça, toujours un peu. Ça peut être beaucoup plus gros, mais en fait, généralement, dans un ERP, Mmh. toi, tu vas venir te mettre contre qui? Alors, contre les SAP, Salesforce, et cetera? C'est ça? Parce que si tu dis PME, ETI, c'est ça, hein, quand même. Alors PME, ETI qui gèrent des produits physiques, ceux qu'on rencontre le plus, c'est Sage, NetSuite, Odoo et Dynamics 365 Ok, de chez Microsoft. SAP, c'est vraiment ok, le le CAC king. 40, quoi. Ok. Et donc ça, c'est des clients sérieux avec des armées de commerciaux, des armées de devs, des armées de choses. Bon, quelque part, tu peux dire c'est du mastodonte au pied d'argile. Ils sont trop gros, mais à la fois, voilà. Ce qui se passe quand même, c'est que moi, quand j'ai ma grosse boîte, ma grosse ETI, ma grosse PME, euh, toutes les données, toi, donc tu dis que c'est ça qui a de la valeur, elles arrivent quand même, ou elles sont déversées, ou elles sont récoltées par le biais de ces... Elles arrivent dans ces suites-là déjà aujourd'hui. Alors ça ne leur appartient pas, j'espère, dans les contrats qu'ils font signer, mais c'est pas, ça arrive pas dans un, je sais pas, data lake, tout le truc qui a toujours été un peu euh, obscur pour moi, mais dans lequel je peux vraiment aller les chercher et ça vient pas de nulle part. Donc il y a toute une organisation pour les faire venir là. Tu veux dire faire, Venir les donner, dans l'ERP? de mes kilos de farine et de mes ventes et de mes choses comme ça, c'est quand même le job de l'ERP aussi. Bah, si je devais résumer une phrase, le problème qu'on attaque, il est là. C'est que les ERP, c'est des outils qui sont indispensables, mais pour que la donnée rentre dedans, pour qu'ils soient alimentés, en fait, tu absorbes une énorme bande passante de tes collaborateurs pour que Mmh. juste ils ingèrent de la donnée. Et en fait, nous, on vient résoudre ce problème-ci. Donc, pour passer de ce monde physique à ce monde, à cette data, Ouais. comment tu vas faire? Mettons que je te dis: «Moi, tiens, regarde, j'ai une grosse PME, je produis, des vêtements, heu et ben, je te donne tout ça aujourd'hui. J'ai pas de data ou pas de ou j'ai à la limite, je pourrais même te dire: «J'ai un ERP». Comment tu viens le remplacer? Alors, pour remplacer c'est le gros challenge qu'on a adressé, c'est le remplacement d'un ERP existant. Mmh. Nous, ce qu'on fait, en fait, on le fait en 2 phases. On vient chez toi, on te dit: «On se branche à ton ERP existant», C'est ça. on importe la donnée et on te fournit Piston, si tu veux, en complément IA, et tu goûtes la valeur agentique que va te donner Piston sur, bah, voilà, les exemples des tournées commerciaux, l'analyse de ta marge brute, et cetera, et en fait, tu goûtes à la valeur de ce que va pouvoir te fournir l'outil, et tu vas pouvoir imaginer la valeur que tu aurais s'il passe en écriture.
Et c'est ça que nous on fait. Et en fait, tes équipes sont habituées à Python, vivent dans Python. Le passage de Python comme source de vérité devient juste le dernier domino logique de la chaîne qui tombe. Et tout est dérisqué parce qu'en fait, on a déjà importé tes données, tes équipes tournent, et c'est toi qui décides, suivant tes opérations, le bon moment pour basculer. Ce qui est difficile dans ces boîtes-là, c'est que j'imagine que on est dans des choses tellement sensibles en termes de business que la crainte de ce que tu fasses n'importe quoi existe. Après, comme tu le dis, toi, tu essaies de rentrer par une petite porte en disant, regarde, tes données, elles existent, moi, je me branche là-dessus, essaye, tu vas voir et tu vas l'adopter, quoi. Alors je dis ça, et là où le contexte macro joue un peu pour nous, c'est que les collaborateurs dans ces entreprises-là utilisent l'IA dans leur quotidien. Mmh. Et ils s'attendent à avoir l'IA dans leur vie professionnelle. Ça, c'est un premier point. Et le dirigeant, il a compris que l'IA allait révolutionner la manière dont il allait opérer. Ok. Et donc, nous, on essaye de dérisquer le maximum sur la chaîne de déploiement. Et on a avec nous un peu l'urgence du dirigeant et des collaborateurs à prendre le virage. Ce qui est toujours difficile pour moi, là où c'est toujours difficile de me placer là-dessus, c'est que j'ai toujours un peu l'impression que alors c'est un peu comme Conto, Pennylen et Payfit dont je te parlais tout à l'heure, hein, finalement, qui adressent le même marché mais d'un angle différent. Finalement, on peut se dire que moi je pourrais me dire, mais demain, en fait, d'où j'ai besoin de Python? Est-ce que j'ai pas juste besoin de brancher Claude ou ChatGPT à mes données? Et puis ce que tu fais, ou alors un autre auquel je pense, Dust, qui est peut-être plus là finalement dans ton univers, adressé d'une autre manière, parce que finalement, en fait, c'est juste une question d'ingestion de données et de dialogue avec la donnée. C'est une très bonne question. On pourrait aussi recouper avec le fait que SAP investit des milliards en IA pour mettre de l'IA sur son produit. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. En fait, l'IA que vont développer les acteurs existants sur leur ERP, donc sur leur outil logiciel, ce sont des copilotes. Tu sais, c'est un GPS pour t'aider à naviguer dans un logiciel compliqué. Mmh. Il y a 40 ans d'historique de leur base de code, si je caricature, ça va être très difficile de changer le sol au plafond. Python, c'est vraiment si je file la métaphore avec la voiture, c'est un logiciel autonome qui va prendre en charge des tâches et des tâches complexes pour toi. Donc c'est un changement de paradigme complet. Et pourquoi est-ce que nous, on va pas se faire écraser par un SAP ou un NetSuite sur l'approche IA? C'est parce que en fait, c'est un peu, ça rejoint ce que je disais sur les 3 couches du software. Mmh. En fait, l'IA amène une révolution sur la même manière même d'architecturer le software. Et pour faire advenir la valeur, nous on est convaincu qu'il faut reprendre les fondations. Là-dessus, je reviendrai sur Dust après. Là-dessus, la différence, hein, si je comprends bien, c'est qu'un SAP ou Salesforce ou voilà, ils investissent des milliards pour développer leur propre IA. J'imagine que vous ne tournez pas sur votre propre IA. Tu vas avoir en sous-couche un Anthropic, OpenAI ou Mistral qui tourne quelque part. Ouais, nous on va pas lutter avec les LLM sur la partie intelligence. Notre parti Avec les quelques millions, excuse-moi, que vous avez élevés en site, combien? 2,2. Ouais, ce qui est beaucoup, mais bon. Ça Non, me paiera, ouais. ouais, pardon. 4 serveurs Nvidia, mais Non, nous, notre conviction, notre parti pris, c'est que Python doit devenir meilleur avec la meilleure IA qui sort et pas obsolète. Mmh. Et ça sert à rien de se battre contre les LLM sur la couche logique intelligence. Il vaut mieux plutôt créer le software qui l'agence au mieux cette intelligence et en tire le meilleur parti, plutôt que d'essayer de développer sa propre intelligence artificielle. Et c'est là où on vient sur cette deuxième partie, donc qui est Dust ou même les autres logiciels d'IA. C'est qu'en effet, il y a 18 mois, j'étais vraiment obsédé par ça. C'est-à-dire, je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré Nicolas Dessaigne de chez YC, ce genre de personnes. Puis voilà, on se disait l'obsession, c'est d'être capable d'être la deuxième couche, enfin la surcouche au-dessus des IA comme ça. Donc ce que vous faites. Et à un moment, je me dis, mais
tu vois, je vais te parler ensuite de Lovable, mais quand je vois Lovable qui permet de développer pas mal de choses, tu dis, mais en fait, en 2 secondes, finalement, un OpenAI qui sort un codex ou un truc comme ça arrive très vite sur le marché c'est les marchés qui les intéressent. Donc, et est-ce que Lovable devient obsolète? Je suis pas sûr. En tout cas, de ce que je vois pour l'instant, pas du tout. Mais en combien de temps il pourrait le devenir? Et donc, en combien de temps Piston pourrait le devenir si demain, on se disait, bah tiens, ils se disaient, bah ouais, mais le marché de l'ERP, comme tu l'as dit, c'est le plus gros marché de business, de l'informatique au monde. Donc, on va tous les éclater, quoi. Ouais, ça c'est extrêmement intéressant comme point. Je pense que sur les premières années là, de l'avènement de l'IA, on a eu tendance à trop se concentrer sur la surcouche au-dessus un système of record existant. C'est-à-dire, en fait, l'IA va nous permettre de construire ce qu'on appelle le system of actions Mmh. et de juste absorber la donnée des systèmes existants et se mettre en surcouche. Dust excelle là-dessus. Tu vois, ils se mettent en surcouche d'un Zendesk, d'un Slack. Ils excellent dans un environnement multi-tool Mmh. où ils se mettent en surcouche de system of action. Créer là-dedans des agents dédiés qui vont être capables d'aller chercher, échanger, pusher dans tout cet univers. Ouais, exactement. Ok. Sauf que nous, je pense qu'on a ce parti pris qui est un peu différent, c'est de dire le système of record est névralgique et doit être fait en même temps que le system of action. En fait, prendre une action, enfin avoir le system of action mais pas être propriétaire du system of record, en fait, tu vas pas jusqu'au bout. Tu veux dire, l'IA va te dire pas cet ordre d'achat, mais si l'ordre d'achat doit être inscrit dans le système legacy existant, en fait, t'es encore très friable ou très vulnérable au fait de te faire remplacer par quelqu'un qui fait un meilleur system of action. Et donc, nous, on a vraiment ce parti pris de dire on reprend toute la stack, toutes les fondations de la database, donc le system of records, qu'on optimise et qu'on construit pour avoir le system of actions IA au-dessus. Et d'ailleurs, à la différence d'un Dust qui excelle en surcouche d'un univers multi-tool, nous, on fait le parti de l'ERP où tu héberges au sein d'un même écosystème plusieurs modules métiers, plusieurs micro-SaaS, si j'ai envie de dire. Mais parce qu'elles sont au sein d'un même écosystème métier que l'IA connaît, l'IA se balade à une vitesse et une fluidité énorme. Tu vois, on a les documents, on a les notes vocales, on a la donnée ERP. En fait, pour te demander, voilà, qu'est-ce que disait mon client, comment il va, quelle est ma relation avec lui, bah, il va te dire dans ton dernier échange email, il était un peu nerveux, il a passé tel commande produit. Ouais. Et si tu vas le voir sur site, propose-lui plutôt tel produit qui a l'air de pouvoir répondre à son besoin. Enfin, c'est le monde des possibles est inimaginable. Et d'ailleurs, dernier point, tu fais ça de manière sécurisée. Ça, c'est mon background un peu cyber. Tu fais ça de manière sécurisée, traçable et auditable. Et ça, c'est hyper important. J'aimerais que tu m'expliques un peu plus tard les choses incroyables que vous avez réussi à faire, ou tu vois, quelques cas d'usage comme ça, parce que ça m'intéresse. Avant ça, juste, je voudrais te parler de... Là, on a plutôt... J'étais un peu attaqué, ou en tout cas essayé de comprendre via un univers que je connais pas tant que ça, mais de près, de loin, par mes invités de Génération Yourself, etc., qui sont les grosses entre ETI, PME, pas les CAC 40, mais voilà. Moi, je connais plus les univers de TPE, de start-up, de scale-up aussi. Et nous, on réussit à faire des trucs. Je t'ai montré un truc tout à l'heure, qui je crois t'as un peu intrigué, etc. Je pense qu'on n'est pas beaucoup encore à faire ça, mais c'est super intéressant. Alors, de manière assez intéressante, là-dessus, il n'y avait pas de dev, pas de designer. Alors nous, on travaille souvent entre Squarespace, qui est un de mes sponsors, et Lovable, selon les usages, etc. Et ChatGPT, pour l'instant, assez peu de Claude Code, etc. Un peu de Gemini, mais GPT, j'ai pris l'abonnement à donc Plus, qui est quand même vraiment nettement meilleur. Je sais pas si tu l'utilises, mais J'utilise tout. hein? J'utilise Ouais. tout. Et donc qui va faire tu vois, le mode recherche, qui est vraiment vénère, où il met 20 minutes, une demi-heure à te répondre à des trucs. Et en fait, on va derrière développer nos propres ERP.
Là, je te montrais un ERP qui va aller gérer les flux financiers. On est sur du service, pas sur du produit comme tu le fais. Donc les flux, on les a assez bien par des logiciels comme justement de facturation, Conto, Penny Lane, je pourrais t'en citer plein. Ça peut être des logiciels d'audience sur nos contenus, de YouTube à AudioMeans qui récolte les données de Spotify, etc. On croise des tas de choses, on voit qui reçoit quoi et on arrive à réattribuer et aller jusqu'à prévoir des virements qui ne sont pas réalisés, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'un humain les valide derrière en se connectant, mais qui nous ont fait économiser. Je crois que le temps qu'un de mes associés a passé là-dessus, on parle de 21 ou 22 heures. Donc certes, c'est beaucoup, mais enfin voilà. Et moi, quand je développais ce genre de choses avec Cosa Vostra, l'agence qui était ici jusqu'à il y a 2 ans, 18 mois, ce genre de projet, on a refait le calcul, c'était à peu près 150 000 €. C'était 22 heures, c'était même pas la moitié du temps dont on avait besoin pour faire la récolte des besoins du client. Aujourd'hui, il n'y a plus de récolte de besoins. Le client, c'est nous et on parle avec un dev qui s'appelle Lovable. Et ça, et je fais une très longue question, mais moi, j'ai vu la puissance de ce machin. C'est pas moi qui l'ai développé, c'est mon associé Christopher. Donc, quand à un moment, je suis arrivé sur un écran. Alors déjà, ça me donne des infos dont j'avais tellement besoin avant. Ça me donne une visibilité, ça me change mon business, ça me change ma vie. J'aurais eu besoin de 2-3 assistants. Enfin là, on fait des métiers que j'aurais jamais créés, mais voilà. Et à un moment, je suis arrivé et j'ai dit à Christopher, écoute, sur cet écran, ce serait quand même mieux si on pouvait voir ci, voir ça, etc. Il me dit, regarde, là, tu as un petit bouton. Tu peux faire comme un truc de ticketing avant, tu vois, où j'allais dire de proposer une amélioration. Il me dit, appuie sur ce bouton, dis-moi ce que tu veux, je vais recevoir le truc et voilà. Je mets le truc, comme en plus moi j'ai bossé là-dedans un peu, je vois exactement, donc je l'explique exactement assez bien, la feature dont j'aurais besoin. Lui reçoit une notif, il y a le Lovable qui lui dit OK, est-ce que j'ai bien compris ce qu'il voulait, c'est ça, est-ce que tu veux le déployer? Oui. Il appuie sur le truc, 10 minutes après, je sais pas, 2 heures après, je reçois un message qui me dit Mathieu, c'est live. Et là tu fais mais alléluia en fait. Ce truc qui aurait mis 3 mois à être développé. Donc c'est incommensurable. Ah, c'est complètement dingue. Et donc, moi, ce qui m'inquiète pour vous, c'est de me dire, pourquoi est-ce que tous vos clients vont pas... Alors, vous êtes en plein là-dedans, hein, mais sur des trucs plus gros. Et donc, je trouve que c'est très difficile de me projeter dans un truc où, dans les gros, il y a les SAP qui investissent des milliards. Sur tel univers, on en a parlé, il y a Dust qui fait ça. Sur les petits, il y a Lovable qui fait ci. Et toi, t'es là, tu t'arrives et tu vois, comment tu vois ça? Comment tu vas exister là-dedans? Bah, l'expérience que tu as vécue avec Lovable, là, sur Mmh. ton ERP maison, en fait, on va fournir le même type d'expérience au sein de Piston. Exemple concret, voilà, j'ai un flot de validation de factures Mmh. qui existe. En fait, demain, tu vas pouvoir dire, en fait, au-dessus de 1 000 €, je veux une validation supplémentaire de telle personne. Tu vas le dire en langage naturel et le logiciel Piston va s'updater en conséquence. Mmh. Donc cette expérience de je fais tomber toute la barrière technique pour ajouter de la valeur à mon software et je suis autonome pour le faire, en fait, tu auras la même expérience que tu as eue avec ton ERP maison dans Piston. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes technique. Les personnes à qui qu'on veut servir n'ont pas ce luxe de prendre le temps de vouloir comprendre le logiciel et ont besoin d'avoir un tiers, sachant qu'il les aide aussi et vers qui se tourner quand ils veulent avoir. En fait, le monde va passer de je fais appel à toi parce que tu es expert technique et tu peux m'ajouter de la valeur à tu es expert métier et j'aimerais faire mieux mon métier. Aide-moi à configurer Piston pour le faire mieux. Aide-moi à avoir les bons mots et on va le faire ensemble. Ce que tout ça, moi, m'a fait penser, et donc quand je t'écoute, c'est quand même ça, hein, c'est que donc la problématique tout à l'heure, c'est que je disais que je détestais les ERP parce qu'en fait, souvent, il fallait te former et enfin, je détestais te former sur un truc, je veux que j'arrive. Tu vois, finalement, c'était un ERP. Le trauma que j'ai, c'est que mon premier stage en entreprise, c'était chez Darty. Et ils avaient, je pense qu'il y a des moments, je les ai vus il y a pas encore si longtemps, il y a 2 ou 3 ans, ils avaient encore ce truc, c'était, tu sais, sur un écran noir écrit en vert, quoi, tu vois, sur lequel il fallait mettre des lignes de commande, quoi. Et je me dis: «Mais what the fuck?» Et donc, t'arrives là-dessus aujourd'hui, en fait, là où ça a explosé ma tête,
C'est qu'avec cette question ou cette feature que je voulais faire, non seulement il me l'a fait en 2 semaines, en 2 heures au lieu de 3 mois, mais en plus, je me suis rendu compte qu'il pouvait faire des features que pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, tu peux lui dire, «Non, non, mais moi, ta manière de m'envoyer un mail ou machin, le mail, ça me saoule, je veux le sur Slack» ou «Slack, ça me saoule, je le veux par mail» ou «Je veux que tu batches tout ça pour les recevoir que le samedi, à telle heure ou tel jour à telle heure» et en fait, ça, il peut le faire pour moi, mais pas pour les autres utilisateurs. C'est complètement fou, hein. C'est fou. Tu vois, on va pouvoir apprendre des interactions qui te sont de toi, qui sont propres de ta personne avec le logiciel pour que le logiciel s'adapte à ton flow Mmh. utilisateur ou ta manière. Tu vois, par exemple, sur les mails que tu envoies aux clients, bah, ça se trouve, le commercial A a une manière d'écrire qui va être différente du commercial B. Mais nous, Mmh. on va pouvoir voir ça. On va pouvoir l'interpréter et dire, voilà, prochaine fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un événement où on détecte que le client a besoin de quelque chose, on peut te préécrire ton email en ton nom. Tu as juste à valider et normalement, on a pris exactement le tone of voice, comme on dit, que tu utilises. Mmh. Donc, c'est effectivement la personnalisation et la flexibilité devient quasi illimitée. Ça pourrait être connecté à tes emails, à lire tes emails, pré-répondre, des choses comme ça, tout ça ou c'est pas exactement dans le RP ça? Ah, complètement. Si? En OK. fait, nous, on attaque la supply chain et on attaque, enfin, au-delà du fait que Florian vient de ce monde-là, c'est nommément les modules métiers où tu manipules le plus de données non structurées. Des Mmh. mails, des notes vocales. Enfin, Oui. aujourd'hui, les gens, ils passent des commandes par téléphone. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, hein, données structurées, si je devais Mais schématiser Excel, plus ou moins, enfin, il peut y avoir mieux ouais, structuré, mais en gros, case A égale, case B, enfin, colonne A égale machin, colonne B égale machin, données non structurées égale email, en effet, ou Word. Tu as des tas de données qui sont potentiellement intéressantes, mais email, ouais, notes vocales, images, PDF. Et ouais. en fait, l'IA amène cette révolution, peut-être que je l'ai déjà dit, mais de comprendre la donnée non structurée et de la croiser avec de la donnée structurée. Mmh. Et ça, c'est complètement dingue. Tu vas pouvoir envoyer une note vocale à Piston en disant tel client a commandé tel produit en telle quantité. Il va te préécrire le bon de commande. Tu as juste à valider. Mais ça, c'était le feu, quoi. Autre cas d'usage Ça concret. fonctionne, ça, aujourd'hui? Ouais, ah, c'est absolument. Moi, à chaque fois, je suis impressionné. Autre chose, pour les achats, euh, Piston regarde mon contrat cadre que j'avais avec mon fournisseur avec mes prix négociés Mmh. et sors-moi toutes les factures. Tu vois, donc je pars de la donnée non structurée. Sors-moi toutes les factures où le prix du produit ne respecte pas ce qu'on avait convenu. Et ça, il te le fait. 4 jours d'économiser à une personne, au moins. Ouais. Ouais, c'est ça, mais ce genre de truc, mais fou. Et c'est ça. Si tu veux, le jour où enfin, le moment où on a décidé, où Florian a décidé, c'est-à-dire le déclic de là, ça va pas, c'est que en gros, quand il voulait faire une petite modification, bah, son intégrateur, il lui a facturé 3 000 € Mmh. et ça a mis 3 semaines à arriver pour un mini truc. Bah, en fait, ouais, l'IA amène une révolution sur tous les aspects qui gravitent autour de l'ERP. À quel point tout ça a accéléré? Pour nous, en tout cas, en tant qu'utilisateurs et non en tant que dev, enfin, tu vois, moi, c'est pas mon métier, mais je suis un hardcore user quand même de tout ça. Je situe quand même entre, on va dire, mai et septembre, 2025. Il y a eu c'est peut-être un peu avant, mais il y a eu vraiment on a passé un cap, quoi, d'un coup. Heu et là, j'ai l'impression que ça va toujours de plus en plus vite, mais à quel moment, toi, tu situes, des choses qui ont vraiment basculé? Je pense que tu as raison. C'était, 2e semestre de l'année passée Mmh. avec, je pense que ceux qui sont les meilleurs, aujourd'hui, c'est Anthropic et tous les protocoles d'agents, toutes les logiques de skills, je sais pas si ça te parle, où tu peux déporter une connaissance métier spécifique à ton entreprise ou à ta manière d'opérer qui peut être invoquée par n'importe lequel de tes agents quand il en a besoin. En fait, voilà, je pense que on l'a déjà dit, la richesse du software se déporte sur la couche data et sur la couche logique. À nous de créer le meilleur système d'orchestration et de collaboration des agents entre eux Mmh. et des agents avec les humains. Ça aussi, c'est un changement de paradigme énorme dans la manière dont on construit, on design un software. En fait, dans 10 ans, tu vas
plus passer ton temps à consulter ton ERP. Tu vas juste avoir des notifications qui vont dire, voilà, fournisseur m'a dit qu'il était en retard. Mon agent de production, enfin IA de production, je t'ai reprogrammé, je t'ai refait ton planning de prod. Est-ce que tu valides? Oui, non. Oui. Ou tiens, ton fournisseur a envoyé une facture qui correspond pas à notre contrat dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis, est-ce que je dis que c'est OK pour cette fois ou est-ce que je lui demande de la refaire? OK. Exactement. Waouh! Ça va être tellement mieux. Il y a plein de jobs qui vont prendre cher, mais à la fois, c'est pas forcément, les plus passionnants. Alors nous, ce qu'on dit, pardon, je t'arrête Ouais, là-dessus parce que c'est vas-y. important, c'est que ça permet aux gens de pouvoir faire autre chose, des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mmh. Tu vois, aujourd'hui, il y a 2 semaines, je parlais avec un administrateur des ventes. Il me dit: «Mais moi, 70% de ma journée, je passe mon temps à naviguer dans l'ERP, à faire du clic-bouton, à rentrer de la donnée». C'est affreux. Mais Et en comme en fait compta, en fait, quoi, mais bon. ouais, mais en fait, je lui ai dit: «Mais voilà, si je t'enlève, ne serait-ce que ouais, si tu passes à 20%, qu'est-ce que tu fais?» Bah, moi, je peux mieux servir mes clients. Je peux mieux, instaurer une meilleure relation avec mon logisticien. Je peux tu vois, Non, j'augmente mais mon revenu, ma il qualité va y de avoir service. des frictions, il va y avoir de la casse. C'est-à-dire que c'est un peu comme, je veux dire, moi, je trouve ça très bien qu'une machine, remplace un humain, qui toute la journée, prend, une coupe, la pose sur un truc, met un coup de tournevis. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois? On n'est pas né pour faire ce genre de choses. En revanche, tout comme les gens qui faisaient de la saisie, pour, tu vois, des experts comptables ou des choses comme ça, c'est des boulots où tu vas voir ce qui est écrit sur un papier, tu vas le saisir avec des marges d'erreur importantes. Eux, leur job va être un peu compromis si jamais ils sont pas dans un endroit où ils peuvent progresser, tu vois ce que je veux dire? Où ils sont pas dans des analystes. Cependant, je suis pas sûr que ce soit pour un grand mal de l'humanité. Après, il faut juste voir ce qu'on est capable de faire de toutes ces personnes-là. Ouais, il y aura d'autres choses à faire, il va y avoir d'autres relations clients à aller, à tisser, je pense qu'on peut aller chercher en fait, nous, notre promesse pour un dirigeant qui veut s'équiper de Piston, c'est de dire: «Tu fais 25 millions de chiffre d'affaires, tu as combien de personnes dans ta boîte? 50? Mmh. Et bah, 50 personnes, tu peux aller chercher 50 millions de chiffre d'affaires». Et ça, c'est une promesse enfin moi qui se réalise aujourd'hui. C'est pas à laquelle je crois. C'est que Oui, moi tu le je te vois. disais, moi je le vois et puis je le fais. C'est-à-dire que alors il y a notamment ce qui est très intéressant et une grosse promesse de l'IA que je conçois, je réalise en ce moment, c'est qu'il y a plein de jobs que je fais, de tâches que je fais, que je ne ferais pas sans l'IA et qui me sont très utiles. Tu vois ce que je veux dire? Je prends par exemple, dans nos contenus audio ou enfin dans nos podcasts, nous le speech to text, en fait je n'ai jamais fait payer quelqu'un pour prendre mes 3 heures de contenu et dire: «Vas-y écris-les». Ça n'a aucun sens, enfin, tu vois? Ça me coûterait trop cher, voilà. Aujourd'hui, c'est pas qu'on le fait ou voilà, il y a même pas de tout est automatisé. À partir du moment où j'ai un fichier, un enregistrement qui est fait, on l'upload sur un truc qui s'appelle Auphonic. Derrière, j'ai un speech to text qui se fait, qui est envoyé sur toute une chaîne de commandes qui est faite. Puis, hier, j'ai une invitée qui me disait: «Mais non, mais j'ai pas dit ça dans mon podcast». Je lui dis: «Ah si, 1 heure 42 minutes, 32 secondes, tu as dit, 150 000 000, pas 500». Et tu vois, on lui sort le truc en 4 secondes. Et donc en fait, il y a pas de tu vois? Puis après elle peut vérifier, je sais pas, réécouter tout l'épisode, enfin, tu vois? Donc c'est des petits trucs, des mini add-ons, mais en fait à la fin tu progresses, tu deviens meilleur, quoi. Complètement, complètement. OK. Donc aujourd'hui, vous lancez vos premiers clients, comment ça se passe? Vous en êtes où? Ceux qui écoutent là, qui veulent essayer, Piston, heu c'est quoi? C'est quoi ton cas idéal là? Alors, on a commencé la commercialisation à l'heure où on se parle, il y a 2 semaines. OK. Heu, on est en février 2026. On a commencé Piston en janvier 2025 et OK. on a fait le choix intentionnel de, pendant 1 an, de le co-construire avec des design partners et nommément 3 de manière très resserrée. En fait, parce qu'on Donc des veut potentiels clients avec qui exactement, pour qui tu développes entre guillemets «gratuitement», mais qui deviendraient, tes clients. C'est un peu ton galop d'essai, quoi. exactement et il y a deux raisons à ça, c'est Et tu peux que les nommer ou pas du tout? je préfère pas. OK, OK. Heu, il y a 2 raisons à ça. C'est comme tu l'as compris, on s'affranchit pas de reconstruire toutes les fondations. Mmh.
Donc, ça prend du temps de reconstruire tous les data models de factures, commandes, ordre d'achat, stock, etc. Et on fait pas de l'IA pour l'IA, on fait de l'IA pour résoudre des problèmes concrets. Et on a eu besoin de passer du temps sur le terrain. Tu vois, ce qui nous distingue peut-être d'une autre boîte tech, c'est que nous, on va dans les entrepôts, on va dans les usines et on se déplace sur un temps long avec les personnes parce qu'on se rend compte que, en fait, il y a des choses qui émergent, il y a des cas d'usage que peut traiter Piston qu'on n'aurait jamais vu avec un simple Google Meet. Et donc, pour répondre à ta question, on a fait ce choix jusqu'à il y a 2 semaines et là, on enclenche très fortement la commercialisation. Et le client idéal, c'est tu fais entre 10 et 100 millions de CA, donc entre PME et TI. Tu deals avec des produits physiques, idéalement de l'industrie discrète versus industrie de process. Je ne sais pas si tu connais la Non. différence. Industrie de process, c'est l'agroalimentaire. Donc, Ok. tu peux pas redécomposer le produit en ses composants. Et voilà, et des sociétés qui sont en B2B et donc qui manipulent beaucoup de données non Ok. structurées sur lesquelles on va pouvoir apporter énormément de valeur. À la fois, non structuré. J'allais dire en B2C, tu prends des e-commerçants, parce que là, tu me disais, je sais pas pourquoi je repense à elle, parce qu'elle m'a énormément impressionné, mais sur mon podcast Génération et sur celle, j'ai reçu Carole Benaroya, qui est une marque de cachemire qui s'appelle Kuchten, qui cartonne, 80 millions de chiffre d'affaires. Elle a de la donnée, j'imagine, beaucoup non structurée quand même. Elle a beaucoup de données structurées, mais il y a les clients, il y a les ventes, il y a probablement des trucs qui calculent combien il y a de clients en temps réel, comment ça machin, qu'est-ce qui se passe, etc. Probablement des emails, des échanges par texto, des choses comme ça. Mais ça, c'est quand même moins ta cam. Il te faut plutôt du B2B. En fait, les modules là qu'on a à date, et c'est pour ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à des gens à date que je vais pouvoir servir, c'est achat, vente, stock, prod. Quand tu commences à avoir ce qu'on appelle des point of sales, des boutiques, Ouais. ça, c'est encore un autre module. Ok, que t'as pas développé encore. Ouais, nous, notre défi, c'est d'aller le plus rapidement possible sur la couverture fonctionnelle, tu l'as compris. Mais pour l'instant, on est sur le B2B. Et donc, serait agnostique, c'est B2B, ça peut être quelqu'un qui vend des matériaux de construction comme des... Pour te donner un exemple de notre design partner, sans les nommer, mais t'en as un qui fait des phone booths. Ouais. T'en as un autre qui fait des selles pour l'équitation. Ok. Qui a équipé des cavaliers qui est des champions Olympiques. Et le troisième, il fait des pompes agricoles. Et là, on est en parler avec des gens qui font de la pharmacie, des cellules un peu biotech. C'est marrant. Et ça peut être, faut pas que ce soit trop old school. Parce que là, tu vois, par exemple, juste là, j'avais fait, non, pardon, tu les vois pas, mais juste ici, dans un de nos voisins, un type qui doit faire quand même, je dirais une trentaine de millions de CA et qui fait du matériel de construction. Et il a notamment un entrepôt. Juste là, qui est un sort de stock tampon, parce que la problématique, c'est que quand t'es trop loin en banlieue, évidemment, c'est mieux, c'est plus grand, c'est moins cher. Ouais. Mais en fait, tes clients, ils passent trop de temps en voiture à aller te chercher les gaines, les machins, les trucs. Donc, il est sur du gros matériel quand même assez lourd. Il a un énorme stock juste à côté. Et à un moment, il nous avait demandé de faire un début d'analyse, data. J'avais fait bosser, mais c'était il y a 8 ou 10 ans, des data scientists, des choses comme ça. On avait dépensé, on a investi 20 ou 25 000 euros pour avoir rien, en fait. J'exagère, hein, mais je sais pas que je m'en voulais, c'est que c'était assez prospectif, mais en fait, un type comme ça, tu pourrais l'aider probablement parce que alors lui, il est vraiment exactement là-dessus. Combien le stock, comment il commande, de quoi on va avoir besoin de quand, etc. Complètement. Ok. Il t'avait demandé quoi exactement? Il y avait beaucoup de prévisionnel parce qu'il avait souvent trop de... Lui, son business, en fait, il produit assez peu. Il achète, il vend quelque part, hein, mais il a besoin d'avoir beaucoup de trucs disponibles aux bons endroits pour ses clients. Et s'il stocke trop, en revanche, en fond de roulement, c'est beaucoup trop cher, tu vois. Ouais. Alors, je sais pas si là, il n'y a pas la partie prod pour toi, mais je pense quand même qu'ils doivent produire un tant soit peu des mini-choses. Nous, on peut faire de la distrib aussi. Mmh. Enfin, tu vois, c'est juste que tu n'actives pas ou tu n'utilises pas le module de production. Mais en revanche, pour ça, c'est genre t'arrives, tu te branches, c'est plug and play. Non, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Il faut quand même un gros travail préliminaire. C'est ça qui est assez extraordinaire j'y reviens, mais Piston, c'est pas seulement le produit qui est dingue, c'est le mode opératoire qui va avec. Je te prends un exemple très concret sur l'histoire du
plug and play. Avant, quand tu devais effectivement faire cette thématique avec un outil, on va dire legacy, ça te prenait, on va dire 3 semaines pour importer tes données de ton système existant au nouveau système. Eugène a créé, moi à chaque fois je suis impressionné, mais il a créé un moteur d'import de données qui est optimisé pour être configurable par l'IA. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il il se branche à l'ERP existant, mettons le NetSuite ou le Sage de la personne. Hop, je te siphonne. Il prend son schéma de données, Ouais. il connaît le nôtre, et en fait, en l'espace de 2 heures, l'importeur s'est configuré, il te reste plus qu'à juste faire les derniers branchements. C'est tellement une tannée à faire ça. Et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est de dire, je vais pouvoir avoir un niveau de service pour des entreprises qui pouvaient pas se le permettre avant, parce que pour moi, ça devient rentable. Je peux te le fournir en étant rentable. Tu vois, là où ça m'aurait occupé 3 semaines de 3 consultants, en fait, je peux te le faire en 2 heures, je caricature, mais en 2 heures à un coût dérisoire, quoi. Il y a des trucs sur lesquels ça t'a vraiment, toi, impressionné, ce que vous avez fait, des cas d'usage que tu peux m'expliquer? Moi, je pense que celui qui m'impressionne le plus, c'est ça. Je reviens, hein, mais cette histoire de fais-moi mon analyse de la marge brute sur les 3 derniers mois. Mais en fait, c'est exceptionnel cette capacité, avec l'écosystème qu'on a construit, que l'IA se balade sur tous les modules métiers de ton entreprise pour te donner quelque chose qui a du sens et qu'elle te fait en 3 minutes. Tu vois. Et donc, ton module métier, on est d'accord, ça peut être pas forcément sur la marge brute, mais quand même, ça va être plus sur le chiffre d'affaires éventuellement. Mais si tu es sur Aircall, Ouais. et par email et envoi de devis, etc., tout ce que tu veux, tu vas pouvoir dire, là, par exemple, un tel, il a pas passé assez de coups de fil, il a pas fait assez de rendez-vous, il a pas machin, ou ses calls n'étaient pas de bonne qualité, ou je sais pas quoi. Ah oui, tu peux. Ou il adressait pas les bons clients, ou les interlocuteurs étaient pas... Enfin, ça peut aller jusque-là. Ah oui, ça peut aller jusque-là. Et d'ailleurs, c'est extrêmement utile. La violence. Pardon. Non, mais c'est extrêmement utile pour l'entreprise en elle-même. Je m'explique. Par exemple, là, aujourd'hui, tu as plein de dirigeants de PME ETI qui vont partir à la retraite. Et eux, dans leur cerveau, il y a une connaissance métier énorme. Énorme. Tu vois, on l'a vu, on est allé chez un de nos prospects et il disait, il va transmettre l'entreprise, c'est une usinage de précision, il va transmettre l'entreprise à son fils. Son fils, ça fait 6 mois qu'il le suit dans les pieds pour comprendre l'expertise qu'il a développée. Et en fait, avec Piston, tu peux juste dire à ce dirigeant d'entreprise, OK, tout ce que tu sais, tout ton savoir, toute ton expertise, tu peux le brain dump, pardon, je le dis pas bien en français, mais tu peux le mettre dans Piston et Piston va l'incorporer. Et tu vois, si par exemple la relation avec la cliente, tu connais quelque chose de très spécifique, ou sur la manière de faire des devis, tu connais quelque chose de très spécifique, en fait, c'est incorporé et immédiatement disponible à l'ensemble de tes collaborateurs et nommément de ton fils à qui tu veux transmettre l'entreprise. C'est extra. J'ai pas mal de potes dans des big tech américaines, grosses boîtes américaines, qui me disent maintenant ils sont écoutés surtout. Enfin, ils ont signé des avenants et tout ça pour que tout ce qu'ils fassent potentiellement en meeting physique, mais surtout tout ce qui est visio, etc., soit enregistré, etc. Et tu te dis, évidemment, quand tu vois tout ça. C'est super deep. Parfois, c'est un peu effrayant, mais bon, après, c'est intéressant quand tu veux bien piloter une entreprise. Vous avez levé combien? Tu m'as dit 2,5 millions? Ouais, 2,2 millions. 2,2 millions avec qui? Avec OVNI, Daphne et quelques autres mini-fonds français, oui, pour l'instant. Tu adresses un marché français pour l'instant? On commence par le marché français. On sait que le marché américain est intéressant parce qu'il y a 60% du marché de l'ERP qui y vont, qui est présent. Ouais. Là, comme on construit Piston dès maintenant avec les fondations pour pouvoir être international. De quoi tu as besoin en ce moment? Qu'est-ce que tu recherches? Des sales, des devs, de l'argent, des clients? De l'argent toujours, des clients aussi. Et d'un point de vue équipe, plutôt des techs en ce moment pour aller extrêmement vite sur la construction du produit. Comme on est encore
pré-revenu, comme tu l'as compris. L'idée, c'est que c'est nous qui fassions la vente. Nous, les fondateurs, je m'explique. Je pense que nul n'est meilleur vendeur que le fondateur. Et je pourrais pas former un bon vendeur si j'ai pas vendu moi-même. Et on veut atteindre 1 million d'ARR, la marque symbolique avant d'embaucher quelqu'un sur la partie vente. Ça veut dire qu'on a craqué quelque chose de répétable et qu'on peut industrialiser. Et sur la partie tech, en fait, sur la partie équipe, c'est peut-être important de le mentionner. Je pense que l'IA aussi amène un changement de paradigme sur la manière dont on constitue une équipe et une entreprise. En fait, nous, on fait le choix de recruter très peu, mais par contre très bien. Et par très bien, j'entends en fait sur la partie tech, des architectes, c'est-à-dire des gens qui sont capables de poser des bonnes fondations. On y revient, des systèmes optimisés pour être digérés, compris par l'IA. Parce qu'après, construire de la valeur par-dessus, l'IA va extrêmement vite. Oui. Donc voilà, c'est le genre de profil qu'on recherche. Très clair. Où est-ce qu'on peut te contacter si jamais on veut bosser avec vous? LinkedIn ou via notre site pistonhq.app. Ok, LinkedIn, donc on tape ton nom, Eric Lacaille, L-A-C-A-I-L-L-E. Je mettrai évidemment tout ça en descriptif de l'épisode, oui. Est-ce que tu as un livre qui t'a cassé le cerveau récemment ou que t'aimerais recommander? Et à la limite, moi j'accepte même les romans, je m'en fous, je suis agnostique là-dessus. Mais non, t'as peut-être pas eu le temps de lire beaucoup récemment. Je t'avoue qu'avec 2 enfants à la maison, les temps perso sont assez restreints. Non, moi, je suis assez littéraire finalement, en dehors de mon boulot. D'accord. Et alors en littérature, t'en aurais un? Même un ancien ou un truc que si t'avais, genre celui que tu voudrais relire ou offrir? Celui que je recommanderais c'est Le Comte de Monte Cristo. Ah, évidemment. Je pense que j'enfonce une porte ouverte en Non, disant, mais faut l'avoir lu. Moi, c'était mon premier livre sur Kindle, parce que j'avais pas vu la taille qu'il faisait. Donc, du coup, j'ai passé plus de temps que prévu. L'un des derniers dans le même contexte étant ce livre de... pourquoi j'ai plus ce nom? Je vais pas le retrouver en plus, c'est affreux. Belle du Seigneur. Tu l'as lu, ça? Non. Alors, faut pas regarder la taille qu'il fait non plus. Faut le lire sur Kindle. Et c'est un beau délire, mais c'est une belle fast norme. Alors, en revanche, c'est splendide en littérature. Ok. Et puis, sinon, je vais t'offrir un livre en bas, si tu l'as pas lu. L'homme qui plantait des arbres, si t'as pas le temps. Je le veux bien. 70 pages faciles à lire, mais qui sont aussi sublimes pour les entrepreneurs. Trop bien. Écoute, merci. Écoute, Eric Lacaille, on va suivre tout ça de près. Moi, je trouve ça fascinant. Tu l'as compris, je suis à fond là-dedans. J'adore ça. Si jamais le temps que je finisse, tu as un prompt ou un conseil à me donner, et pour tout le monde à faire, je prends aussi. Mais moi, toute la question que je me pose là-dedans, c'est où est-ce qu'on se situe par rapport à tout le monde? Parce que dans l'IA, on a un peu l'impression que c'est plus si simple d'avoir ces lignes de nage très propres autour de soi. Mais je me dis qu'en allant très vite et très fort, finalement, si tu arrives et que tu peux aider des gens qui sont, eux, dans leur ligne de nage très claire, qui est leur métier, qui est très clairement identifié, et que tu vas leur faciliter la vie sans leur prendre de temps et sans leur coûter un bras, finalement, dans les prochaines années, il y a un run intéressant à mettre en place. Ouais. Je pense qu'il y a même, je pense qu'il va y avoir énormément de volatilité, si on peut utiliser ce mot-là, sur les métiers de col blanc. Ouais. Et nous, vraiment, on prend c'est une vraie motivation que de servir des métiers de col bleu. En fait, l'IA, avant qu'elle produise une pompe hydraulique agricole, ça va pas arriver tout de suite. Et donc, je pense qu'il y a un nouvel âge d'or de l'économie réelle, et on est extrêmement heureux de s'inscrire dans ce nouvel âge d'or qu'on veut faire advenir grâce aussi à la meilleure techno. C'est ce que je dis depuis 2 ans, 3 ans, je sais pas. C'est que moi, ma hantise a toujours été les PowerPoint, potentiellement un peu aussi les fichiers Excel et les documents. Donc tu te dis, quand tu détestes ça, qu'est-ce que tu fais? À la fin, tu produis, en fait, tu vois. Et donc, je dis pas que tu ne produis rien dans les fichiers Excel, mais en fait, c'est pas là où tu mets du vrai jus, quoi. Et dans les PowerPoint, tu clarifies des choses, tu peux vendre des choses et ça sert. Mais ouais, je suis pas sûr que l'objectif de l'humanité soit de remplir des fichiers Excel et de créer des PowerPoint. Je suis pas convaincu de ça, tu vois.
Merci Eric Lacaille. Merci beaucoup. On partage cet épisode. Si vous avez 2-3 personnes autour de vous, tu m'as pas répondu sur le prompt ou quelque chose, t'as pas d'idée, un petit truc en plus? Non? Tester Tester. Ouais. jusqu'au bout des capacités. Enfin, franchement, moi, je suis surpris à chaque fois et ne pas faire confiance aveuglément, mais vraiment embrasser cette nouvelle révolution, quoi, qui est quand même extraordinaire. 100%. Allez, partagez cet épisode autour de vous. Je vous embrasse. On a tenu en 1h59 secondes et 53 secondes avec l'anniversaire au début. Donc voilà, bisous. À la semaine prochaine sur OVNI. À plus. Salut.